Alors pour cette 9e partie, je vais t'appeler Monsieur le Professeur, puisqu'il s'agira de philosophie. On enchaîne tout de suite sur Philo Solide. Oui, pour cette fois, je serai relativement bref en matière de philo solide, de philo consistante, parce que je voudrais tout de même pas donner à cet entretien la dimension d'un discours de Fidel Castro. Mais je dirais quelques mots à partir justement de la déconstruction. Là, je viens de parler de Judith Butler. En substance, j'en tiens pour une conception de la philosophie très anti-déconstructrice, on l'aura compris. Parce que si la déconstruction, c'est simplement une certaine vigilance critique à l'égard des concepts hérités de la tradition, d'accord, hein, mais en réalité, c'est à la fois moins et plus que cela. Bon, je les ai connus de près, moi, ces milieux de la déconstruction, pendant les années 90, à Nantes, mais surtout à Strasbourg. Il y a encore une fois au cœur de tout cela un grand verbalisme, c'est-à-dire que comme on est dans cet artificialisme que j'évoquais, qu'on adore les effets de langage, eh bien on en finit par croire sans doute que le réel est dans le langage, entièrement dans le langage, et puis pourquoi pas qu'on va pouvoir faire du réel une sorte de golem, comme ça, une sorte de pâte à modeler de mots. Et je le dis sans mépris pour les mots, parce que bien évidemment, il y aurait un anti-intellectualisme un peu grossier qui consisterait qu'on peut toujours dire les choses plus simplement. Non, parfois il y a besoin de termes techniques. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a là beaucoup de complaisance. Ensuite, il y a un mépris des faits et des données anthropologiques élémentaires qui convergent vers un refus de toute substantialité. Alors, bien évidemment, le geste est toujours très facile, c'est-à-dire que quand on conteste, par exemple, l'idée de nature humaine ou l'idée de distinction naturelle entre l'homme et la femme, eh bien, on érige une conception totalement figée, naïve, pourquoi pas teintée de religiosité, et puis on dit, voilà, ça ne marche pas, regardez, il y a ça, ça. Bon, on fait ça aussi avec la nation, par exemple. On peut dire la nation est une pure construction, la France aurait très bien pu ne jamais exister, oui, d'accord, oui, sauf que dans l'histoire, il y a des substantialités. Ce ne sont pas des substantialités métaphysiques, c'est la substantialité au sens des stoïciens, c'est-à-dire de ce qui dure. Et en réalité, on ne peut envisager de construction intelligible, c'est-à-dire que les cultures ne sont pas non plus des mondes totalement clos en elles-mêmes, intelligibles et communicables, que parce qu'il y a précisément un certain universel, ou en tout cas des invariants anthropologiques de conditions que l'on retrouve dans l'histoire. Sinon, il est impossible de concevoir même la possibilité d'une histoire. Bon, oui, il y a autre chose, c'est que à ce manque de sens de l'histoire, non pas qu'il y ait un sens au sens d'une direction de l'histoire, hein, mais ce manque de compréhension, hein, de sentiment, je dirais même, de l'histoire, se lie des postures politiques qu'on peut tout à fait renvoyer à la subversion bobo. Moi, j'ai rencontré beaucoup des constructeurs qui n'étaient rien d'autre que des représentants de l'extrême gauche caviar, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans des radicalités confortables. C'est un anticapitalisme totalement formel de collaboration. Le capitalisme n'a jamais tremblé sur ses bases devant la pensée déconstructrice qui en réalité en est l'une des expressions, hein, libéral-libertaire. C'est ce que montre bien d'ailleurs Bousquet de nouveau dans son petit Foucault là. Et Foucault termine finalement en libéral droit de l'homiste, hein, et libéral transgressiste, transgresseur peut-être dans certains backrooms californiens, mais enfin libéral tout de même. Donc, si vous voulez, c'est un anticapitalisme qui repose sur, en outre, des propositions totalement désastreuses, qui valorisent le cheval de Troie contre l'affrontement direct, hein, contre la lutte frontale. Alors parfois c'est très raffiné, ça s'autorise de Heidegger citant lui-même Hölderlin, là où est le désert, là aussi croit ce qui sauve. Badiou, qu'on a vu tout à l'heure, célèbre le capitalisme d'avoir démontré le caractère absolument fictif des identités, des nations, des cultures, etc. Ça va libérer comme ça la possibilité d'une révolution universelle. Bon, on est vraiment ici dans
dans un anticapitalisme capitaliste qui ne mène à rien et n'a jamais produit le moindre effet. Parce que si le système ultralibéral a pu rencontrer quelques oppositions, eh bien c'est dans les nationaux-populismes du type de celui de Chavez au Venezuela ou de Poutine en Russie. Hein, c'est pas dans les universités déconstructrices. Alors, de manière plus générale, moi je voudrais proposer plutôt des pensées d'action, puisque c'est un blog métapolitique. Je pense que la lecture de Machiavel, la lecture aussi des grands politiques, de Gaulle, de Richelieu, le testament de Richelieu, sont d'un apport au moins aussi important que la lecture de Kant ou des opuscules politiques de Kant qui par ailleurs sont importants, hein, sont décisifs. Donc, plutôt des pensées d'action qu'une pensée de pur commentaire. Alors dit comme ça, bien évidemment, ça mérite précision. Je pense que il faut trouver des ressources désormais très éclectiques, ou plutôt c'est l'époque qui appelle cet éclectisme, que ce soit entre la gauche et la droite, ou les penseurs traditionnellement classés d'un côté ou de l'autre de cette ligne de partage. Et puis même philosophiquement, parce que on est dans un temps de recomposition, il faut renouer, me semble-t-il, avec une pensée d'un côté de l'éthique, et là moi je trouve des ressources dans le principe de mesure grecque, l'éthique aristotélicienne par exemple, l'éthique à Nicomaque, contre l'hubris postmoderne, la démesure, dans des domaines aussi qui concernent la théorie du genre et ses conséquences, hein, GPA, PMA, etc. Et puis renouer aussi avec le sens de l'histoire, ou en tout cas avec une pensée de l'histoire qu'on trouvera chez Hegel notamment. Alors là j'y reviendrai sur le cas Hegel, il mérite qu'on s'y attarde. Je précise simplement que je m'appuie davantage sur le hegelianisme comme méthode que sur le hegelianisme comme système clos, disons comme système qui aboutit à la fin de l'histoire. Hein, le thème est chez Hegel, il sera repris par les néoconservateurs américains à partir de 1992 et du livre de Francis Fukuyama. Mais il y a beaucoup de ressources chez Hegel pour une pensée du négatif. Contre les séparations abstraites, par exemple État et société civile, j'en parlais à propos d'Onfray tout à l'heure. Il y a vraiment là des ressources pour comprendre la communication dialectique entre l'État et la société civile. Bon. Et puis dans certains des appendices, notamment de la philosophie de l'esprit, il y a des choses absolument visionnaires sur l'école, le pédagogisme par exemple, où il dit que la pédagogie par le jeu ne suscite qu'indifférence et mépris chez l'adolescent, qu'on n'a pas le droit de priver du sérieux de la chose, et pour ça il faut le contraindre, passage par la contrainte, le négatif, etc. etc. Bien, et puis de façon plus générale, j'ai souvent évoqué, il me semble qu'il faut rechercher un critère de santé philosophique ou dans la philosophie, des concepts vivants, des concepts qui augmentent la puissance d'être et d'agir, pour parler comme Spinoza. C'est-à-dire que l'évaluation nietzschéenne des pensées me paraît vraiment pertinente, même si on n'aura pas effectivement nécessairement les mêmes critères de santé que Nietzsche lui-même. Hein. On peut toujours dire que c'est subjectif, mais en réalité, ce sont des évaluations qui peuvent reposer sur des faits anthropologiques massifs. Par exemple, et j'en terminerai là-dessus sur la théorie du genre pour y revenir une dernière fois, qu'est-ce que ça produit en termes de santé? Qu'est-ce que ça produit en termes de rencontres entre hommes et femmes? Qu'est-ce que ça produit pour la perpétuation de l'espèce? Puisque je crois qu'on peut difficilement aujourd'hui se passer de se référer tout de même aux évolutions de la biologie, même de manière générale, pas seulement du côté de la reproduction de l'espèce, mais même dans la compréhension justement du féminin et du masculin. Bon, donc voilà à peu près et à gros traits pour cette fois l'univers philosophique dans lequel je voudrais faire évoluer les concepts que je vous proposerai d'entretien en entretien.